Racontez-moi un souvenir précis qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. C'est Belabès, c'est Descartes, c'est l'école, c'est jouer au cow-boy avec les Indiens. Une espèce d'insouciance, quoi. Mais c'est surtout des odeurs, une douceur. Et plus je vieillis, plus ces odeurs, elles remontent. C'est une douceur de vie, quoi. On était à milieu de... Tant que j'ai été à Descartes, on va dire aller jusqu'en 58, parce qu'après, vous savez, l'armée quittait plus ou moins les villages. Et donc, pour nous mettre en sécurité, les enfants, papa avait pris un appartement à Belabès, à Sidi Belabès. Donc lui, il faisait les allers-retours sur les propriétés à Descartes. On était à 30 km à peu près. Et je pense que c'est en arrivant à Belabès que j'ai réalisé les événements. Tant qu'on était à Descartes, oui, j'ai un souvenir, si vous voulez, je pense que c'était en 56-57. Papa avait attrapé une phlébite. Il était couché à la maison. Et ce soir-là, il y avait un bal à Descartes. Mon frère aîné était avec les cousins, etc. Parce qu'on vivait en clan, hein, on vivait en famille. Je veux dire, quand on sortait, c'était la famille. On n'allait pas chez Pierre-Paul Jacques. Et moi, j'ai toujours connu que la smala de la famille. Et j'ai qu'un souvenir, si vous voulez, de voir arriver mon frère avec mon cousin ensanglanté parce qu'une grenade avait été jetée lors du bal. Vous voyez, c'est voilà, le premier événement réellement que j'ai eu avec les événements d'Algérie. Parce qu'on ne parlait pas de guerre, on parlait d'événements. Mais pas plus traumatisé que ça, hein. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? Depuis la fin du 19e siècle, puisque nous étions provençaux d'origine. Le fief, c'était Cuers-Pierrefeu, donc le Var, des vignobles, parce qu'on était on était des vignerons, et le phylloxéra qui a détruit les vignobles. Et la légende de la famille dit, voilà, les deux frères ont tiré au sort. Celui qui est resté en France pour remettre en pied les vignobles, et ceux qui profitaient de l'Algérie et des concessions, qui étaient vendus, qui n'étaient pas donnés, on n'a jamais, hein, les lots terre, ils étaient vendus avec une obligation d'y rester un certain temps, et c'était des terres qu'il fallait défricher, etc. On n'a jamais eu, c'est jamais tombé du ciel, hein. Donc là, à ce moment-là, le père d'Ernest est parti, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, est parti dans la région de l'Oranais et a commencé à planter de la vigne, quoi. À défricher, planter de la vigne. Et voilà. À ce moment-là, l'aventure algérienne a commencé. L'aventure algérienne a commencé tout en gardant les liens avec la métropole. Moi, je fais partie de ces pieds noirs qui, moi, dès l'âge de 3-4 ans, je venais en vacances en métropole. Je veux dire, je n'ai pas découvert la métropole, moi, en 62. Hein. J'y venais régulièrement. Parce que des cousins et des oncles avaient des propriétés ici. Vous voyez, c'était un échange. Moi, j'ai toujours entendu mon grand-père parler provençal. Il parlait le provençal. Comment expliquer la réputation du colon en Algérie? Ma seule réplique, elle est la suivante. Papa est resté jusqu'en 64. Ça veut tout dire. Dans ma famille, on n'a eu aucun décès. Par les événements ou par les faits de la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon père était apprécié. Pourquoi la moitié de ses ouvriers sont venus travailler avec lui en France? Pourquoi? Si c'était vraiment un salaud, un sueur de burnous, etc., il ne serait jamais venu ici.
Quand papa est parti, ils lui ont tous dit « Mais Marcel ne part pas, reste là Marcel, reste là ». Mais la propriété était nationalisée. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'était fini. Comment ça s'est terminé pour votre famille? Ben, pour lui, il a remis les clés. L'État français à l'époque faisait ce qu'on appelait des expertises, l'inventaire des biens, etc., etc. J'ai un document, moi, qui relate toute l'expertise des terres de papa avec le matériel, le style à l'autre. C'est colossal, quoi. Quand vous lisez ça, c'est colossal. Ce qu'il a perdu, c'est énorme. Vous vous rendez compte que la propriété de mes parents était évaluée en francs 62, 1,4 milliard de francs anciens. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question qu'on vous arrache votre cœur, on vous arrache vos tripes, on vous prive de votre histoire. Moi, j'en veux à la terre entière. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu d'adolescence. J'ai pas eu l'adolescence d'un gamin normal. Moi, j'ai été arraché à ma famille, à mes parents, à l'âge de 11 ans, confronté à un monde finalement qui comprenait pas mon malheur, qui s'en foutait totalement, qui en avait rien à cirer, quoi. Puis voilà, quoi. Donc, à partir de 58, où vraiment on a été confronté aux événements, où là, bon, couvre-feu. Tu allais à Oran, c'était le convoi militaire. Tu allais à Tlemcen, tu prenais un convoi. Tous les soirs, tu entends bing bang boom. C'était les concerts de casseroles au balcon. C'était le transistor, parce que mes parents étaient anti-télévision. Hein. S'il y a la télévision à la maison, ils ne travaillent pas à l'école. Donc pas de télévision. On avait les moyens d'avoir une télévision, mais pas de télévision. Donc moi, mon souvenir, c'était quoi? C'était dans la cuisine, papa collé au transistor. Ce transistor qui était comme ça, vous savez, c'était la première époque des transistors comme ça, avec des grosses piles plates. Vous savez. Je l'ai gardé plus de 10 ans, ce truc. Où il entendait les derniers événements avec le putsch des généraux, etc., etc., etc. Mais on sentait, nous on était jeunes, c'est vrai qu'on pensait qu'à une chose, c'était nous amuser avec les cousins. On allait à la piscine chez mes cousins Billard, on allait faire de l'âne, des trucs comme ça. Bon, on allait manger des glaces ou du crépone sous les glacis. À quoi ressemblait l'école en Algérie? J'étais dans une école religieuse. C'était les Pères de Bétaram. Avant ça, j'étais à l'école communale à Riance, à Descartes. Donc à Descartes, c'était l'école communale classique, comme vous voyez sur les cartes postales de ces écoles de fin du 19e siècle, avec ces bâtiments tout pareils, hein. La cour de récréation, côté filles, côté garçons, parce qu'on n'était pas mélangés. Y avait-il de la mixité? Oh, il y avait une mixité énorme. Moi, dans ma classe, il y avait grosso modo deux tiers d'arabes pour un tiers de français. Enfin, de français. On était tous français, mais musulmans et européens. Voilà. Mais moi, j'étais avec 2 tiers d'arabes. C'était mes copains. Il n'y avait pas de racisme en Algérie. Il n'y avait pas de racisme. Dans l'Oranais, vous aviez quoi? Essentiellement des Espagnols, des Juifs, des Arabes et des Français, un peu comme moi, enfin, des Chapuis, des Dupont, des Martin. Voilà. C'est vrai que ça se mélangeait pour des fêtes, etc., etc., mais ça ne se mariait pas. Hein. C'était malvenu pour on va dire, un Français de souche se marier avec une Espagnole, par exemple. C'était mal vu. Je sais s'il y a eu quand même de la mixité. Moi, j'ai un cousin qui s'est marié avec une institutrice qui était espagnole. Ça a fait un petit pataquès dans la famille, mais ça a été finalement accepté. Il y a eu des mixités musulmans et chrétiens, hein, il y en a eu. Hein. Après, moi je vois à Descartes, pharmacien, il était musulman. Il y avait un médecin musulman, il y avait un médecin européen,
Il y avait des épiciers arabes, des épiciers espagnols. Mais je veux dire, c'était, voilà, le village de Descartes, c'était une colonie. Voilà, tout le monde était là, tout le monde s'aimait. Enfin, moi, j'ai été élevé par des Maghrébines. Hein. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires avec elles. Hein. Elles arrivaient à la maison, elles enlevaient leur comment ça s'appelle déjà ce truc blanc là qu'elles mettaient, vous savez, comme ça là. C'était le haki ou je sais plus quoi. Elles l'enlevaient, elles le mettaient comme ça. Et puis voilà, et puis elles nous faisaient à manger, on rigolait. Aviez-vous conscience des différences entre les individus? Moi, j'ai été confronté à de la misère, ou des enfants qui avaient faim. J'ai moi-même volé, pas volé, mais pris dans la cuisine de mes parents un énorme bout de fromage rouge avec une miche de pain pour le donner à un de mes copains, quoi. Parce qu'il avait en tout et pour tout un oignon et un petit quignon de pain comme ça pour manger. Je pense que cette misère, elle venait des hauts plateaux, des gens qui quittaient les campagnes, si vous voulez, pour venir se rapprocher des villes et des villages. Mais au sein même des communautés, non. Qu'il y ait des gens qui meurent de faim, non. Non. Mais c'est vrai qu'il y avait des différences. Mais même au sein des Arabes, hein. Moi, vous aviez des caïds, je veux dire, ils traitaient les autres comme des merdes. Hein. Moi, j'ai vu plus d'Arabes frapper d'autres Arabes que d'Européens taper des Européens. Entre eux, c'était terrible. Hein. Vous savez, vous aviez des caïds, ces caïds-là, c'était des petits seigneurs. Hein. Mais j'ai jamais été confronté à de la violence, ni à... Bon, de la part de mes parents, non, jamais. Un respect, mais alors total. Total, et je me souviens, moi, avec ma sœur, d'avoir pris une raclée, mais monumentale. On avait Mohamed qui était le garçon d'écurie. Et il avait l'habitude d'aller dormir dans l'écurie sur un tas de paille. Et avec ma sœur, on n'avait rien trouvé de mieux que de prendre du crottin de cheval et de lui mettre dessus. Bien évidemment, Mohamed, c'était innocent, hein, on ne l'a pas fait parce que c'était Mohamed, on l'aurait fait un autre. Hein. Bien évidemment, lui, Furax, il a été voir mon père, on s'est pris une raclée avec aller demander les excuses et tout. Hein. Si bien que Mohamed ne savait plus où se mettre quand il a vu mon père nous traiter comme ça. C'était incroyable. Ça a été la seule chose où, là, j'ai vu mon père vraiment... mais sinon, il était énormément aimé, quoi. D'abord, tous ses ouvriers l'appelaient Marcel. Hein. Il parlait l'arabe couramment, il parlait l'espagnol couramment. Hein. En Oranie, c'était ça. Hein. Vous aviez 3 langues. Hein. Le français, l'espagnol et l'arabe. Hein. Et puis après, le pataouet, quoi. Avez-vous des souvenirs autour de la cuisine en Algérie? Nous, on avait une cuisine provençale. Hein. Tout à fait provençal. Après, bon, couscous, on mangeait du couscous, hein, ça c'est l'évidence même. Des michouis, moi j'ai des souvenirs de michouis, quoi. Mais il a fallu venir en France pour découvrir la merguez. Hein. On ne mangeait pas de merguez en Algérie. On mangeait surtout des brochettes d'abats et d'abats d'agneau. C'est ce qu'on mangeait le plus. Vous savez, dans des fêtes, machin, il y avait des brochettes. On mangeait les brochettes d'abats, rognons avec de la crépine, vous voyez. Mais j'ai pas de merguez. Moi, j'ai connu les merguez ici, là. Je ne sais pas d'où ça sortait, ça. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces racines pieds noirs? Je me sens pieds noirs, je me sens totalement différent des Français de France. On n'a pas la même philosophie. Moi, je trouve qu'on est des battants, des gagnants, on a été précurseurs en tout, hein. Regardez les pieds noirs qui sont arrivés en Corse. Les vignobles qu'il y a actuellement et les clémentines qu'il y a en Corse, c'est qui les a fait? Vous avez maintenant, aujourd'hui, des Corses qui osent dire quand même que grâce aux pieds noirs, il y a des vignobles qui ont ressuscité, quoi, alors qu'ils ont tout fait pour les faire partir. On a toujours été des pionniers, on a toujours été des bâtisseurs. Et ça, moi, je l'ai vu dès que papa avait acheté Château-Pigoudet, à faire des grandes parcelles, vous voyez, à planter différemment, à travailler différemment les cultures, etc. On a cette niaque.
Moi, personnellement, j'ai toujours eu cette niaque. Vous pensez que c'est la particularité, justement? Moi, je pense, parce que, si vous voulez, on a été privé de tout. On s'est retrouvé une main devant, une main derrière. Moi, personnellement, je me suis retrouvé pensionnaire, loin de tout et seul. Vous pouvez toujours appeler maman, maman, elle n'est pas là. Hein. Donc, il faut se forger, quoi. Il faut se faire tout seul. Hein. Et moi, je me suis fait tout seul. Racontez-moi dans quelles circonstances vous avez quitté l'Algérie. On est parti en Algérie en juin 62. Vous êtes parti d'Algérie. On est parti donc de Belabès parce que nos parents, donc voyant venir l'indépendance en juillet, dit on va mettre tous les enfants en sécurité. Donc les pères de Bétaram, l'école de Sonis, avaient une colonie de vacances à Saint-Amand-Roche-Savine, Massif Central. Donc tous les cousins. Nos parents nous ont, les pères, pas les mères, hein, nous ont amenés à Oran. On a profité d'un convoi, je me souviens toujours de ce convoi militaire. Arrivé dans un Oran qui était mort, vide. Le bateau partait que vers, je ne sais pas, 17h ou 18h, etc. Et on est passé devant un cinéma de Oran où ils jouaient les chevaliers teutoniques. Ça, c'est gravé là. Hein. Les chevaliers teutoniques. Et tous les cousins avec nos pères, on a été voir les chevaliers teutoniques. C'est le dernier truc d'Oran. À part ça, on est arrivé au port. Et là, là, on voit un port, vous voyez, encadré d'automitrailleuses, de militaires et tout. C'est un peu space. Hein. Vous traversez finalement Oran, mais c'est vide. Vous arrivez là, vous avez quand même des meutes de gens hein, qui attendent de monter en bateau. Nous, on est monté en bateau, mais tranquille, hein, je veux dire, encadré par les... On a embrassé nos parents, mais comme si on allait les voir demain, hein, le lendemain. Et on est monté sur le bateau. Et là, on était sur le quai, quand le Ville d'Oran a quitté le quai, comme ça, qu'on a vu, il y avait mon père, il y avait Maison qui était là. Là, une énorme émotion. Où là, j'ai vraiment réalisé que je ne reviendrai plus en Algérie. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai ressenti. C'était terrible cette image. Je m'en souviendrai toute ma vie. Vous savez, le quai, le bateau qui s'éloigne du quai, vous voyez votre père en bas qui est complètement dévasté. Et vous êtes entre l'insouciance d'un gamin de 11 ans qui est avec ses cousins et qui va en colonie de vacances, et cette espèce de cordon là, vous savez, qui se coupe là, paf, on le coupe. Ça, c'est terrible. Et c'est une image que je revois, que je revois, que je revois. Et ça, j'en veux à la terre entière. Racontez-moi votre arrivée. Quand on est arrivé, on a débarqué à Marseille, c'était un peu surréaliste. Parce que vous descendiez la passerelle, il y avait des gens de la Croix-Rouge qui étaient là et qui vous donnaient des couvertures et des trucs. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Vous voyez ce que je veux dire? Ils donnaient des rations, des couvertures. Nous, on était là, mais ils sont chifflés, là, comme on dit chez nous, les pieds noirs. Mais ils sont malades, ceux-là. Et puis, on sentait une hostilité. Il y avait les dockers et tout. Il y a des manifestations, des machins. Bon, ça, on a vite été écartés. On a pris le train et on est parti, machin, vous voyez. Mais on sentait une certaine animosité. D'un côté, des gens qui étaient là pour nous aider, pour accueillir. Et d'un autre côté, un regard un peu disant, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, ceux-là, là? D'ailleurs, il y a eu la une de fer sur la Provence. Hein. Les pieds noirs, ils ont qu'à aller se réacclimater ailleurs. Hein. Ni la télévision, ni les informations remontaient jusqu'à nous. On ne savait pas ce qui se passait en Algérie. On nous a complètement mis à l'écart. C'était peut-être voulu, hein, mais aucune information fusait. On n'a même pas compris que l'Algérie était indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai compris qu'en rentrant à l'école, à Cannes, au cours cannois, le 1er ou le 2 octobre 1962. Où là, voilà, les informations faisaient que voilà, l'Algérie est indépendante, patin, couffin. Voilà.
Premier jour de classe, on s'assoit, moi je suis un peu bon. Aucun pied noir avec moi. C'était que des Français. Hein. Là, le professeur principal nous tend un papier, il fallait marquer le nom, le prénom, la profession des parents, etc. Moi je marque Marcel Chapuis, Madeleine Moxion, profession colon. Bien évidemment, le professeur lit ça. Quand il dit colon, tout le monde se met à éclater de rire. Je ne comprends pas. Pourquoi il rigole du mot colon? En Algérie, un agriculteur, c'est un colon. Il n'y avait pas la maison des agriculteurs, c'est la maison du colon. Il n'y avait pas d'effet péjoratif sur le fait d'être un colon. On était un colon parce qu'on était un colon, parce que voilà, c'était comme ça. Donc là, déjà, premier truc. Ils sont un peu givrés. Arrive la récréation, ils viennent te dire, alors, tu arrives d'Algérie, et tu dormais par terre, sur un tapis, et tu allais en chameau, et machin. Je dis, mais où ils sont, ceux-là? Il y avait beaucoup d'a priori, j'imagine. Ah, mais des a priori, mais dingue! Mais il n'y avait pas l'information en 62 qu'il y a aujourd'hui, c'est ça qui est malheureux. C'est que finalement, dans chaque famille, il y avait plus ou moins un jeune qui avait fait son service militaire en Algérie. Bah, sur 10, il y en a un qui a été peut-être au combat et tous les autres, ils se l'ont coulé douce en Algérie. Hein. Mais après, c'était tous des anciens combattants, hein. Ils avaient tous fait la guerre. Hein. Bon. Avez-vous été déraciné? Déracinement, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'avais plus de repères, moi. J'avais pas mes parents, j'avais pas ma mère. Même si Cannes, c'était une ville magnifique. C'était quoi? Tu vivais dans une piole avec ton frère qui finalement avait presque 10 ans de plus que toi. Tu es seul. Oui, je me suis fait comme ça après 2-3 copains. Mais Cela a été difficile pour vous de vous intégrer? pas vraiment. Parce que j'ai toujours eu un caractère fort. C'est-à-dire que pour moi, j'étais pied noir avant tout. Ce terme de pied noir, finalement, on l'a acquis quand on est arrivé. Hein. Parce que quand on était en Algérie, on ne s'appelait pas pied noir. Hein. La seule chose qu'on parlait, c'était des patos. Hein. C'était des Français de France. Hein. Mais le mot pied noir, je l'ai appris en France. Vous avez une certaine fierté d'être pied noir? Ah, moi, j'ai toujours eu cette fierté, moi. Pourquoi? De supériorité. Pourquoi? Parce que je trouvais les Français lâches, je trouvais les Français toujours à demander, à quêter, toujours à demander à l'État-providence, alors que, voilà, de se démerder seul, quoi. Vous voyez, c'est peut-être difficile à dire, mais tout étant gamin, moi, j'ai toujours voulu me battre pour exister, déjà, et défendre mon identité. Comment expliquer que ce sujet soit toujours aussi vif? C'est dû au gouvernement algérien, hein. C'est pas dû aux Algériens. Parce que mon frère est retourné très souvent. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Ils sont d'une hospitalité, l'Algérien, il est d'une hospitalité, mais légendaire. Vous n'avez pas eu envie de retourner sur les terres de... Mais j'ai envie d'y retourner. Mais aujourd'hui, je me dis, si tu retournes, tant tu meurs, quoi, de chagrin. C'est ça le problème. Mon frère, il y est retourné au moins 10-15 fois. Chaque fois qu'il y retourne, il prend une valise pleine. Des crayons, des craies, des ardoises, des cahiers, tout ça pour l'école de Descartes. Comment? Un État qui est soi-disant très riche, qui a une armée extraordinaire, et même pas foutu d'avoir des stylos et des cahiers et des craies pour ses enfants à l'école? Ah, c'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est sûr, personne ne crève de faim en Algérie. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a justement cette hospitalité. Mais tu te dis, il y a un problème, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'être en France, chez vous? Je ne suis pas chez moi. D'abord, je n'attache plus aucune importance au bien matériel. Et ça, je crois que c'est propre au pied noir. Vous voyez ma femme qui est psycho, elle le voit. J'ai cette boulimie de
de collectionneur, je collectionne tout, parce que c'est, vous voyez, à essayer d'appartenir. Mais d'un autre côté, je n'attache absolument, vous voyez, à une maison, un machin, elle peut s'écrouler, elle peut brûler, je m'en tape complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas chez moi. C'est sûr que j'irai pas habiter à Paris ou à Berck, hein, non, c'est sûr. Moi, il faut que je vois la mer et que la Méditerranée soit là. De toute façon, je l'ai toujours dit, hein, un jour où je meurs, c'est pas compliqué. Hein. La moitié de mes cendres, vous la portez en Algérie et l'autre, vous la mettez dans la mer Méditerranée. C'est clair. Vous démerdez.